peux voir sur Focus, s'il te plaît. On est sur Focus. Très bien. Alors, je repartage mon écran. Je réouvre le Keynote. Bien. Je crois que ça passe. Si je peux avoir un retour des gens qui sont sur Focus, s'il vous plaît. Alors, comme je disais, on va continuer concernant les applications cliniques et on va démarrer par la préservation d'alvéoles d'extraction. Et on va être sur cette situation où, au niveau des deux alvéoles, les dents ont été extraites et l'indication de la préservation d'alvéoles est posée. La question que je vais me poser est quelle technique je vais utiliser et surtout quel biomatériau je vais utiliser. Tout dépend de ce que je vais mettre au niveau, c'est-à-dire quel va être le devenir de ces alvéoles. Je vais prendre le premier cas, c'est le cas de cette patiente. Chez qui j'avais fait de greffe sinusienne bilatérale avec pose de 6 implants. Et on va s'intéresser au secteur 2 ou la 25. Je l'avais laissé dans un premier temps pour stabiliser l'occlusion. Vous voyez bien, si je reviens sur cette image, que la 25, elle sort complètement en vestibulaire. C'est une dent qui n'est qu'on ne va pas pouvoir garder. Elle est mobile, mais comme j'ai dit, je l'ai gardée dans un premier temps pour stabiliser l'occlusion, le temps que les greffes sinusiennes soient réalisées, que les implants soient posés, que l'ostéo-intégration soit atteinte, pour qu'on puisse mettre deux bridges provisoires sur un plan qui vont pouvoir nous gérer c'est-à-dire par la suite prendre en charge l'occlusion. Alors, au niveau de la 25, finalement, je vais avoir un intermédiaire de bridge, c'est-à-dire que je ne vais pas poser un implant à ce niveau-là. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un maintien du volume. Ce maintien de volume, on peut l'atteindre avec un biomatériau qui se résorbe lentement. Pour cela, j'ai utilisé un biomatériau biphasique avec du alloplastique, c'est-à-dire synthétique, où il y a de l'hydroxyapatite d'origine synthétique à 75% et à 25% de bêta-TCP. Et par la suite, j'ai réalisé un lombo palatin tracté en vestibulaire pour fermer l'ensemble de l'alvéole, parce que si je reviens vers l'arrière, en vue vestibulaire, vous voyez que je n'ai pas beaucoup de gencives kératinisées. Et je reviens pour cela sur une des publications qui a montré que la présence de gencives kératinisées est très importante, ainsi que l'épaisseur des tissus mous sur la préservation osseuse. Alors, on laisse les choses cicatriser et puis par la suite, là, on est à 2 semaines après la cicatrisation, lorsque j'ai enlevé les fils de suture, on voit les petites particules du biomatériau qui apparaissent au niveau de la berge distale qui est en cours de cicatrisation. Et on voit aussi la cicatrisation qui est très intéressante au niveau palatin.
Par la suite, on est parti, j'ai réalisé un bridge provisoire pour pouvoir travailler le profil d'émergence et travailler aussi les papilles. Mais ce qui est intéressant au niveau de cette vue-là, c'est le maintien du volume. On a un volume qui a pu être maintenu et qui m'a permis par la suite de réaliser un bridge de 4 éléments sur 3 implants au niveau avec un intermédiaire au niveau de la 25. Et on voit même en vue latérale qu'on n'a pas l'invagination des tissus en regard de la 25 qui peuvent être successifs à l'extraction de la racine. Alors, le deuxième cas où la patiente a perdu la 15, la deuxième prémolaire maxillaire droite, au niveau de ce site-là, je dois poser un implant. Est-ce que je peux faire de l'extraction implantation immédiate? Vous êtes tous d'accord avec moi que ce n'est pas possible de le faire vu qu'il n'y a presque pas d'os au niveau palatin, pardon, au niveau apical pour stabiliser notre implant. Du coup, ce qui a été préconisé, c'est de réaliser un comblement osseux qui va être suivi par une implantation à ce niveau-là. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a la chance d'avoir un peu de cortical vestibulaire, mais je ne vais pas me baser sur la présence de cette corticale qui reste fine pour ne rien faire et attendre la cicatrisation, parce que ce qui est sûr, et les études sont claires dans ce sens, qu'on va avoir une perte osseuse au niveau horizontal qui va être très importante. Du coup, j'ai laissé juste 4 semaines pour avoir une fermeture des tissus gingivaux pour pouvoir mieux gérer mon flap par la suite. J'ouvre à minima. On a un défaut à 4 parois. Ça me permet de faire un comblement. Là, j'ai comblé avec du bêta-TCP, qui est un matériau alloplastique, qui, parmi ses propriétés, c'est un biomatériau qui va se résorber beaucoup plus rapidement. Après une atteinte de 4 mois, on fait la réouverture. Là, c'est la cicatrisation avant la réouverture. Et on voit au niveau occlusal, dans cette vue occlusale, qu'on a pu stabiliser le volume. Là, je vous montre la photo de gauche qui correspond à la photo, à la vue clinique avant la réalisation du biomatériau, pardon, du comblement osseux. Et la vue de droite, 4 mois après, on voit que le volume est assez maintenu, ce qui m'a permis de poser un implant. Là, lors de l'ouverture, on voit bien qu'on a du sang qui sort au milieu de la partie greffée, ce qui est de bon augure pour la cicatrisation, et ce qui m'a permis de poser un implant dans de bonnes conditions. Alors, on voit que pour la même indication clinique, le choix du biomatériau qui va être utilisé dépend de l'objectif de notre intervention. Je passe rapidement à la régénération osseuse guidée. Je vais essayer vraiment d'être bref et être sur un cas. Un cas de cette 14 que j'ai extraite parce qu'il y avait une fracture de la racine. Pardon. Et on voit bien qu'il y a une déhiscence au niveau vestibulaire. Alors, ce que j'ai fait, quand je l'ai enlevé, j'ai mis une prothèse provisoire collée, c'est juste une dent de commerce que j'ai collée aux dents adjacentes avec, j'ai solidarisé à un fil métallique que j'ai collé avec du composite flow au niveau palatin. Et ce que j'ai essayé de faire au départ, juste d'avoir un contour de la dent qui va suivre le collet. C'est-à-dire, en fin de compte, là, c'est ce que j'avais c'est-à-dire le niveau de collet, c'est ce que j'avais lors de l'extraction. Alors, pourquoi je n'ai pas fait d'extraction implantation immédiate dans ce cas-là? Tout simplement parce que j'ai omis de mettre la vue scanner, mais quand on va arriver aux vues chirurgicales, on va voir ce qui se passe. C'est que après avoir extrait, j'ai cureté, bien sûr, j'ai cureté l'alvéole pour le nettoyer, et en passant la curette de Lucas au niveau vestibulaire, je voyais qu'il n'y avait rien. Il n'y a vraiment aucune paroi vestibulaire.
Du coup, j'ai mis une prothèse provisoire, j'ai attendu 8 semaines juste pour avoir une bonne fermeture du site pour que je puisse mieux gérer les tissus mous par la suite. Alors là, c'est 8 semaines après, on voit qu'on a une fermeture de l'alvéole par les tissus mous. Bien sûr, sur le plan osseux, il n'y a pas de cicatrisation. On voit en vue occlusale qu'on a une déhiscence assez importante au niveau du site. Et à l'ouverture, on voit bien que la paroi vestibulaire est quasi inexistante. Si on regarde bien, même au niveau palatin, on a une perte de quelques millimètres au niveau palatin. Et la question qui se pose dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Comment je vais gérer cette perte osseuse? Est-ce que je vais mettre un autogène? Ça peut être le cas. Est-ce que je fais une technique du principe biologique de Coury? On met deux petites parcelles osseuses en vestibulaire et en palatin, et on broie de l'os autogène et mettre au milieu, ça peut marcher. Mais regardez bien, au niveau des dents adjacentes, j'ai un pic osseux qui est assez intéressant en hauteur et en largeur. En gros, je me dis que j'ai des conditions qui sont positives pour pouvoir avoir une bonne cicatrisation. C'est-à-dire, en fin de compte, quand je vais mettre mon biomatériau pour réaliser la régénération osseuse guidée, la cicatrisation va venir de ces ponts osseux qui sont assez importants. Alors, en vue occlusale, je pose mon implant. Bien sûr, je vais le poser là où, sur le plan vertical, là où il doit être arrêté. Bien sûr, un très bon positionnement dans les trois plans de l'espace, comme a dit Karim, est une des conditions pour avoir un succès implantaire. On le pose. Il doit être posé, comme vous le savez très bien, à 3 à 4 mm par rapport au collet de la future prothèse. Et bien sûr, comme c'était prévu, on a plusieurs spires qui sont dénudés. Là, on est à peu près sur les 2/3 de l'implant. Alors là, avec le petit instrument, le petit décolleur, je décolle très légèrement le lambeau palatin, juste pour vous montrer que même au niveau palatin, on a un déficit qui est important. Alors, on réalise une technique de ROG de façon classique. Comme vous le savez, on prend avec un ciseau à os, on prend un peu d'os qu'on va mettre au niveau de la surface implantaire. Et puis, par la suite, je mets un biomatériau. Le biomatériau qui a été utilisé dans ce cas-là est le même que j'ai utilisé dans le premier cas. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une stabilité dimensionnelle. Du coup, j'ai choisi ce biomatériau où il y a une combinaison de l'hydroxyapatite qui va se résorber de façon très lente et qui va rester comme l'a montré Jafar, qu'on peut faire des réentrées plusieurs années après. On va garder, on va avoir encore des particules, il y aura une stabilité dimensionnelle, mais associée au bêta-TCP qui va nous donner de l'espace qui va se résorber. Cet espace va être comblé par l'os néoformé. On met une membrane et on attend 4 mois. Je sais très bien quand je vais faire la réentrée à 4 mois, je n'aurai pas une cicatrisation osseuse qui est optimale, ça c'est sûr, parce que pour ce genre de biomatériaux, il faut laisser beaucoup plus de temps. Mais déjà, à ce niveau-là, à 4 mois, j'ai une bonne ostéo-intégration. On sait très bien que le remodelage osseux va avoir beaucoup plus de temps à prendre, qui va continuer avec le temps. Mais déjà, à partir de ce moment-là, je peux pouvoir gérer mon cas et continuer la suite des interventions. Alors, si on regarde bien, je reviens à cette photo, sur le plan vertical, on voit bien qu'on a pu rattraper la différence de niveau au niveau des collets. Je vous rappelez bien là, que le collet au niveau de la 14 était très haut situé. Au niveau occlusal, on a encore une petite déhiscence. Là, je reviens à une publication que j'adore bien et que Karim a cité tout à l'heure, l'aide de Puissy sur l'incubusus, qui montre qu'il faut avoir une épaisseur gingivale minimale de 2 mm autour de l'implant pour pouvoir
anticiper ou diminuer la résorption osseuse sous-jacente. Alors, je reviens à cette notion qui est pour moi capitale, c'est que les tissus mous et les tissus durs sont liés. Ce ne sont pas deux entités complètement séparées, mais sont liés. Et l'un influence sur l'autre. Alors, pour cela, je fais une technique de rouleau modifié. L'avantage de cette technique, c'est grâce à une seule incision, on va pouvoir prélever du tissu mou au niveau palatin et on va pouvoir l'enrouler au niveau vestibulaire après avoir créé une petite enveloppe. Le deuxième avantage de cette technique, c'est que le greffon il est complètement pédiculé. Vous voyez bien sur cette photo que le greffon n'est pas coupé, la vascularisation, ce n'est pas un greffon libre, la vascularisation elle est toujours là, ce qui confère à cette technique un taux de succès qui est très élevé. Là, cette photo est intéressante, elle nous montre que l'os, il est encore blanc, il est encore immature, ça se comprend comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui était prévisible. En vue occlusale, on voit le positionnement de l'implant, mais on voit aussi l'épaisseur de substitut osseux qui est là, qui est en cours de cicatrisation et qu'on va aussi, comme j'ai dit, protéger avec le rajout de tissu mou. L'autre avantage de cette technique, c'est qu'on est sur une seule incision, pas de deuxième site de prélèvement, et on arrive à avoir une bonne fermeture. Je prends une empreinte pour cette patiente pour lui préparer une provisoire transvissée sur l'implant qui va être mise en place 2 semaines après, lors du rendez-vous de la dépose des fils de suture. Alors là, on est à 8 semaines après, on voit que la maturation commence elle continue, on a les papilles qui commencent à descendre pour fermer l'espace des embrasures. Et là, on voit en vue occlusale qu'on a pu rattraper ce défaut tissulaire et même au niveau de l'alignement décollé, on a un alignement qui est très bon. La mise en place de la prothèse d'usage, là c'est la radio lors de la séance de mise en bouche, et on va suivre cette patiente dans le temps. Alors là, c'est la photo avant et après pour comparer la situation initiale avec ce qu'on a fait avant. Et puis, on voit l'avant et après. Est-ce que c'est dû juste aux biomatériaux utilisés? Non, en fin de compte, comme on a tous dit, c'est dit à toute la philosophie, à tous les petits détails qu'on a fait pour avoir ce résultat. Alors là, le résultat 1 an et demi, et puis alors en vue tangentielle où on voit qu'on a cette concavité au niveau vestibulaire qui donne l'illusion qu'on a une racine. Et on a pu j'ai pu suivre la patiente, là, la photo à 2 ans. On voit que les embrasures se comblent au fur et à mesure par de la gencive et la radio à 2 ans. On voit que ça stabilise, on a de l'os qui remonte sur le col implantaire, on est dans de bonnes conditions pour que les choses puissent continuer. Alors, là, je vais attaquer un dernier point qui est pour moi capital et qui change complètement la façon de voir. Concernant les greffes sinusiennes, en termes de gestion des pertes osseuses, là, le débat est complètement différent. Au niveau du sinus, on sait très bien qu'il y avait énormément de publications depuis la description de la technique en 1986. Il y a eu beaucoup de publications qui ont été réalisées concernant le type de biomatériaux à utiliser. Alors, avec la xénogreffe, ça marche. Avec les allogreffes, ça marche. Avec les matériaux plastiques, ça marche. Avec l'os autogène, ça marche. Alors, la question qu'on se pose, si on ne met rien, alors, si on ne met rien, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est dû effectivement à la présence du biomatériau ou bien est-ce que c'est dû à autre chose? Alors, je vous montre ce premier cas, un cas qui était assez délicat chez une consoeur. Elle avait en fin de compte une crête assez fine avec un bas-fond sinusien qui est très bas. Et comme vous voyez ici, j'ai essayé de réaliser en même temps une petite expansion
et en même temps une greffe sinusienne. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fait le soulèvement, j'ai mis mon implant et j'ai laissé la membrane sinusienne, comme vous le voyez là à droite et à gauche, la membrane qui est haute et un peu basse avec la respiration, les mouvements de la membrane de Schneider suivant la respiration de la patiente. Alors en fin de compte, l'implant, il maintient la membrane de Schneider comme un piquet de tente. Et j'ai laissé tout simplement le sang remplir cette cavité. J'ai remis le petit volet osseux que j'ai enlevé au départ. Et là, c'est la radio. C'est-à-dire juste après la chirurgie, on voit bien qu'on a à peu près les 2/3 de la surface implantaire de l'implant qui est dans le sinus. Et là, lors de la mise en bouche, on voit bien que on a eu une cicatrisation avec l'os qui a pu croître et vraiment remonter sur l'implant. Là, pour comparer, je vous mets la radio avant et après, et on voit bien qu'on a pu avoir c'est-à-dire un croissement osseux juste grâce au caillot sanguin qu'on a mis en place. Là, la patiente, j'ai pu réaliser un scanner de contrôle. Je ne me rappelle plus parce que le cas est assez ancien. Est-ce que c'était parce qu'il y avait un autre implant posé dans un autre endroit? Mais ça m'a permis de voir que sur cet implant, on a l'os qui remonte jusqu'à la tête, surtout au niveau vestibulaire. On a une petite déhiscence au niveau palatal, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. On voit toujours l'os qui arrive jusqu'au sommet de l'implant et qui descend. On a comme l'impression d'une racine antrale qu'on voit régulièrement au niveau des dents qui sont en rapport avec le sinus. Alors là, je vous montre en fin de compte les résultats d'une étude qui a été réalisée il y a quand même en 2009 à l'hôpital Pitié-Salpêtrière avec mon équipe là-bas. Là, ça faisait aussi un sujet de thèse d'un des étudiants qui est maintenant installé, Dr Anna, à qui je passe un salut. Là, l'idée, c'était quoi? C'était de faire une fenêtre et de décoller la membrane et puis essayer de maintenir cette membrane à distance des parois osseuses et voir les choses, comment elles évoluent. Alors là, deux implants ont été posés, celui de la 26 qui était antral, comme vous le voyez, il maintient la membrane de Schneider en ferme. Et vous voyez, là, on a la radio panoramique juste après la pose de l'implant. Et on revient 6 mois après. 6 mois après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une carotte osseuse, c'est-à-dire on a pris un trépan et on est rentré dans une zone où il y avait du vide avant pour voir ce qui se passe. Parce qu'au niveau radiologique, on peut se dire oui, on a l'impression d'avoir un substrat radio opaque ou pas, mais finalement, est-ce que c'est de l'os ou pas? Alors, on a envoyé cette carotte osseuse au labo et vous voyez bien qu'il y a une néoformation osseuse, c'est-à-dire à partir du caillot sanguin qui est resté en place grâce à l'éloignement de la membrane de Schneider. On peut obtenir c'est-à-dire de l'os qui va se former. Là, je vais passer rapidement quelques cas. Alors, vous voyez les implants posés, on a l'impression qu'ils flottent dans l'air. À partir de 2 mois, on a quelque chose qui ressemble à un os qui est très très peu dense, qui s'ossifie avec le temps. À partir du 3e mois, on commence à voir quelque chose qui tient la route. Alors, par la suite, on s'était dit, est-ce qu'il y a moyen par exemple, de garder à distance cette membrane de Schneider, à part la pose des implants, parce que c'est vrai que dans les mains d'experts, on peut stabiliser des implants même sur très peu d'os, mais si on est, c'est-à-dire nouveau en termes de régénération osseuse ou en termes de greffe sinusienne, on a toujours
c'est-à-dire les débutants ont toujours peur de faire une pose d'implant avec un soulevé de sinus simultané. On s'était dit, dans ces cas-là, est-ce que en mettant un autre artifice qui va pouvoir mettre la membrane de Schneider à distance des parois, est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose? Alors, on fait la fenêtre, on décolle la membrane. Là, on a pris le sang du patient, qu'on a rajouté tout simplement des éponges de collagène juste pour avoir, en fin de compte, un caillou de sang pour favoriser la formation d'un caillou sanguin assez rapidement. Et on a bourré tout simplement le sinus avec ça. On a fermé avec une membrane. Vous voyez là, au niveau de la radio panoramique, juste après la chirurgie, on voit une petite ligne radio opaque qui correspond, on a eu de la chance, parfois on ne la voit pas, qui correspond à cette nouvelle cavité qu'on a créée. Et puis, là, à 3 mois, la réalisation du cone beam nous montre qu'on a de l'os qui s'est formé. C'est vrai que là, en fin de compte, il y a eu une perte volumétrique, ce qui était assez prévisible parce qu'avec la pneumatisation du sinus, et on a mis juste en fin de compte, du collagène, c'est juste le caillou sanguin. C'était prévisible qu'on allait perdre un petit peu de longueur, mais c'était juste toujours à titre expérimental pour voir est-ce qu'on peut avoir de l'os qui va se former. Et mine de rien, vous voyez à gauche, en bas à gauche, qu'on a pu quand même avoir plus de 11 mm qui nous a permis de poser 3 implants dans de bonnes conditions. En fin de compte, là, comme je vous ai dit, concernant le sinus, c'est un cas à part, mais est-ce que le choix de la technique est important? Oui. Est-ce que le biomatériau, le choix du biomatériau seul est la clé? Je dis non, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, qu'on va essayer de discuter tous ensemble à partir de vos questions. Voilà, je vous remercie. Bien. Bravo aussi Mohamed pour cette belle présentation. Merci les amis. Durant j'ai essayé de voir un petit peu les questions sur les différents groupes de différentes plateformes. J'en ai sélectionné, il y a des questions super intéressantes. Je suis en train de regarder parce que malheureusement, avec les différents groupes de discussion, je suis un peu perdu parce qu'il y en a pas mal. Et peut-être je vais commencer par Jaffa, une question qui t'est destinée. Est-ce que tu as déjà utilisé des cellules souches? Est-ce que tu as une expérience avec ça? Écoute, personnellement non, mais dans le cadre d'une étude qu'on est en train de faire, une étude comparative multicentrique, il y a une équipe suédoise qui est en train de travailler sur ça. Je pense que ça ne peut être que bénéfique en sentiment avant qu'il y ait quoi que ce soit de résultats tangibles, parce qu'effectivement, si vous avez un peu suivi ce qu'on a dit tout à l'heure sur la différenciation des cellules, les cellules vont être des cellules souches, même si elles ne sont pas typiques du tissu. Si elles sont mises dans un tissu, elles vont avoir la typologie du tissu. Et ça, c'est par une induction locale. Un tissu osseux fait du tissu osseux, un tissu fibreux fait du tissu fibreux. C'est pour ça, moi, j'ai regardé aussi les questions. Tu vas devoir répondre à une que j'ai vue tout à l'heure par rapport aux dents infectées qu'on extrait. Est-ce qu'on fait de la mise en charge immédiate et tout? Et ça, c'est tu vas y revenir en parlant des cellules atypiques qui peuvent poser problème et qu'il faut traiter de la manière que tu vas expliquer tout à l'heure. Je te laisse la primeur de ça. Mais en tout cas, les cellules souches, c'est indiscutablement le futur de pas mal de choses. On fait pousser aujourd'hui des oreilles en faisant une impression 3D de la carcasse de l'oreille et en imprégnant de cellules souches cartilagineuses, on arrive à fabriquer une oreille à partir de substrat de cellules souches. C'est quelque chose qui est indiscutablement dans l'air du temps.
Alors, est-ce qu'on peut dire à partir de là que ça va être pour bientôt l'extinction des implantologues, et qu'on va pouvoir réaliser des dents et les implanter? Des choses qui sont à l'étude depuis très longtemps, mais la différenciation, on a tous fait de l'embryologie dans les cours. Vous connaissez les crêtes neurales et tout ça, avec la différenciation des pôles qui vont donner la dentine, les mailles, l'orientation des pôles qui vont donner la chambre pulpaire avec tout ce qu'il y a dedans, la dentine et les mailles, avec des pourcentages différents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire, mais c'est très prétentieux aujourd'hui de vouloir faire pousser une dent avec toutes ces différenciations et cet étagement de différentes typologies cellulaires à partir de cellules souches. Mais qui sait? Il y a beaucoup de choses qu'on disait il y a quelques années, ça c'est pas possible et qu'aujourd'hui sont tout à fait possibles. Voilà. Ouais, il y a un article qui m'avait, j'ai trouvé d'ailleurs un article qui a été publié sur une revue scientifique, je ne me rappelle plus laquelle, mais il y a très très longtemps. Je trouvais super intéressant. Et l'article, c'était contre les poules auront des dents. C'était le titre de l'article. En fait, on avait pu, grâce bien sûr aux cellules souches différenciées, faire pousser des dents aux poules. Et je trouvais ça exceptionnel. Hein. Donc ça me rappelle, c'est un article qui date d'il y a déjà une dizaine d'années. Et c'est vrai que ça peut être prometteur pour le futur de notre profession. Maintenant, le fait de faire disparaître les implantos, je trouve que c'est un peu trop tôt. En fait, ça date des années 50. Il y a deux scientifiques qui s'appellent New et Tweety qui ont fait pousser une deuxième queue à un tétard sur le côté en prenant des cellules de la queue pour qu'il ait deux postes. Donc ça veut dire que des cellules codant. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans notre débat ici. Quand on doit reconstituer de l'os à partir d'une charpente qui est, elle, amorphe, c'est que tout ce qu'on va mettre comme cellules qui ont déjà une propension à donner de l'os, elles vont fabriquer de l'os. Il faut juste leur donner les conditions nécessaires pour ça. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous a sélectionné une autre question? En fait, j'ai vu... Vous parlez de l'histoire de l'infection, de l'extraction, implantation immédiate. J'ai vu passer une question de quelqu'un qui te demandait est-ce que même quand on a des dents qui présentent des réactions apicales et tout ça, est-ce que vous faites quand même l'extraction, l'implantation immédiate avec votre protocole ou pas? Oui, tout à fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est que même pour des dents qui présentent des problèmes d'infection périapicale, je place mes implants immédiatement sans aucun souci. Tout simplement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on fait une extraction, le plus important, bien sûr, c'est de faire attention à la préparation du site. Donc, il faut bien cureter, il faut bien nettoyer. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons à disposition un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'être prévisible sur ces techniques de nettoyage, et puis le fait de placer aussi l'implant immédiatement, parce que vous imaginez, quand il y a un problème périapical, on va aller au-delà de cette lésion périapicale pour avoir un certain ancrage, et on arrive à avoir une ostéosynthèse, on arrive à avoir une prédictibilité du résultat sans aucun souci. Autre chose que je fais très souvent dans ce genre de situation, et même dans toutes les autres pratiquement, c'est que j'irrigue avec du métronidazole hospitalier. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Il y a des études qui ont montré que le fait d'irriguer le site avec du métronidazole hospitalier liquide permet d'avoir aussi de meilleures cicatrisations, que ce soit au niveau du sinus, que ce soit au niveau des ossites. Et je peux vous montrer, ça existe dans la littérature, mais aussi sur le plan clinique, je peux vous montrer des cas extrêmement avancés avec des infections très avancées, sur lesquels on fait des extractions, implantations immédiates sans aucun souci. Maintenant, quand il s'agit de maladies parodontales, parce que c'est aussi une question que j'ai vue tout à l'heure défiler, quand il s'agit d'une infection d'une maladie parodontale, qu'en est-il? On va faire une extraction, implantation immédiate, parce qu'on m'a posé la question en disant que est-ce que cette maladie parodontale elle peut persister dans le temps? Est-ce qu'on fait quand même une implantation immédiate? Le protocole est le suivant. Il y a des études, notamment de l'école belge, de Louvain, depuis
de 5-6 ans, depuis plus de 5-6 ans, qui ont montré que malgré l'extraction de toutes les dents infectées par maladie parodontale, il subsiste toujours la présence de bactéries pathogènes, notamment les Actinobacillus, Actinobacillus staphylococcus, qui restent au niveau de la langue, qui restent au niveau des amygdales pendant plus d'1 an. Ça veut dire que le fait d'extraire toutes les dents, contrairement à ce qu'on a pensé, à ce qu'on nous a dit depuis très très longtemps, le fait d'extraire les dents pour éradiquer, pour désinfecter, nettoyer et après et mettre des implants était quelque chose d'efficient, pas du tout. Les études ont montré que ces germes pathogènes peuvent continuer à vivre à l'intérieur de la cavité buccale et peuvent recoloniser les implants et entraîner des périimplantites. C'est la raison pour laquelle, quand je fais ce type de protocole, je fais des extractions, implantations immédiates, j'associe systématiquement 2 antibiotiques qui sont bactériocides, parce que dans ce type de situation, on ne va pas chercher seulement à diminuer la flore microbienne, donc on ne va pas utiliser que des tétracyclines, mais on va les associer avec de l'amoxicilline. Alors, tous ces 2 bactéries qui sont bactériocides vont permettre d'éradiquer, selon le protocole qu'on connaît, très ancien de Pavicic et Van Wickloff, décrit en 1992, et qui montre que l'association de ces 2 antibiotiques peut être efficace contre ces germes exogènes. Donc, quand on place ces implants, on donne systématiquement cette antibiothérapie systémique. C'est ce qui nous permet d'être efficace aussi et d'être, entre guillemets, certain d'avoir éradiqué. Et on le voit aussi cliniquement par la stabilité osseuse autour des implants. Il y a une question que je vois aussi ici de Dr. Jadi. La conduite à tenir, c'est pour Dr. Daef, conduite à tenir en cas de déchirure de la membrane sinusienne. En fin de compte, la greffe sinusienne mérite un autre débat. Mais en fin de compte, pour faire simple, il y a plusieurs façons de gérer. Tout dépend de la dimension de la déchirure. Quand on a une petite déchirure au départ, dans beaucoup de cas, le fait de arriver à la contourner, à décoller complètement la membrane, dans beaucoup de cas, juste le fait que la membrane se plie, on arrive c'est-à-dire à ce qu'elle disparaisse, mais en fin de compte, à la gérer. Par contre, ce qui nous embête, c'est quand le diamètre de cette déchirure est important. Est-ce qu'on arrête, on n'arrête pas? Alors, il faut savoir que en fin de compte, dans la littérature, il y a plusieurs techniques qui ont été décrites. Et la plus simple, c'est de mettre une membrane en collagène résorbable qui va fermer cette déchirure. Il y a certains qui proposent mettre du PRF, etc. On peut mettre ce qu'on veut. Mais mettre une membrane, effectivement, elle permet de protéger le trou et on met le biomatériau par-dessus. Dans des cas extrêmes, où on a une déchirure presque totale, il y a certains qui recommandent de mettre une grande membrane qu'on va pincer à l'extérieur de la fenêtre, d'accord? Et on crée carrément un nouveau bas-fond sinusien. En fin de compte, comme on va recréer une cavité qu'on va bourrer avec du biomatériau. Il y a aussi le fait de pouvoir suturer la membrane sinusienne. C'est très délicat, mais il y a certains, ça c'est une question d'expérience, mais il faut savoir qu'on peut suturer la membrane sinusienne dans certaines situations. Et si on a cette doigté, en fin de compte, on revient aussi à ce qu'on a dit au départ, c'est ce qu'on montre est très praticien dépendant, mais en fin de compte, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de gérer. Et surtout, ce qui est important, c'est le diamètre de cette perforation. Alors, c'est juste une expérience personnelle. J'ai beaucoup plus de facilité à fermer avec du PRF qu'avec une membrane collagène, parce que le PRF est vraiment, c'est une colle biologique. Oui. Et il est relativement mouillant. Il va venir se mettre sur. Je ne sais pas si tu as le même sentiment qu'Alim ou pas, mais la membrane collagène reste quand même un peu rigide. Elle va toujours avoir un petit recul par rapport à sa position initiale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de suturer plus facilement la partie basse de la déchirure avec la corticale supérieure de la fenêtre. C'est beaucoup plus facile que de suturer les deux berges, parce que l'accès, on arrive à faire rentrer l'aiguille et on met 2 petits trous et on vient suturer avec la partie supérieure.
Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve personnellement beaucoup plus facile que de suturer les deux berges de la membrane à l'intérieur du sinus, dépendamment de la taille de la fenêtre du sinus. Tu as complètement raison, Jafar. Je rajoute juste un point important. Là, bien sûr, ce qu'a dit le professeur Jafar est très juste, à condition, il faut que vous puissiez libérer la membrane avant. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de la suturer au départ, hein. Il faut avoir une laxité de la membrane, comme ça on va pouvoir la ramener un petit peu en vestibulaire pour pouvoir la suturer. Ça, c'est un point très important, Simon, parce que parfois, quand il y a ça dépend de l'ampleur de la déchirure aussi, hein. Quand la déchirure est plus ou moins fine, dès qu'on décolle et on se retrouve, notamment chez certains patients qui ont certainement des patients fumeurs qui ont des membranes très fines ou autres, on décolle et on a des petites perforations. Dès que cette petite perforation commence, si on continue malheureusement dans le même sens, cette perforation peut s'élargir. Dans ce genre de cas, ce qu'il faut, c'est d'essayer d'élargir le site osseux. Il faut ouvrir la fenêtre davantage, essayer d'aller trouver, de décoller loin de cette déchirure, de telle sorte à avoir une certaine mobilité de la membrane. Et si on arrive à décoller sans déchirure sur le côté, en élargissant la membrane, le trou, la perforation va automatiquement se colmater, elle va se refermer, et on peut finir notre chirurgie sans aucun souci. Maintenant, si la perforation est très importante, si au risque d'avoir des complications, il y a même certains auteurs qui préconisent d'arrêter, de fermer et de revenir en deuxième. Ce qui est sage. C'est du cas par cas. Hein. Très important, si vous permettez, ne pas essayer de tenir la membrane pour décoller en croyant que si vous la tenez et vous décollez, vous allez moins la déchirer. C'est le contraire. Il faut continuer à décoller de manière très délicate, comme a dit Karim, pour élargir la laxité de la partie de la membrane, mais sans la tenir. Parce qu'on se dit, si on la tient, on ne va pas trop la déchirer. Ce n'est pas vrai. Il faut vraiment le faire sans la tenir. Il y a une question que je vois ici pour Karim, c'est l'intérêt du sticky bone. Oui. Et le docteur Saoud Anwar. Bon, alors, le sticky bone, bon, malheureusement, on n'a pas eu suffisamment le temps pour vous montrer un petit peu différentes techniques. Alors, si tu veux bien, explique déjà ce que c'est que le sticky bone. Effectivement. Déjà, le sticky bone, en fait, c'est une préparation. Dommage, hein, parce que j'ai une super vidéo qui peut vous montrer exactement comment on prépare le sticky bone. Écoute, si Mohamed Daif nous a donné 15 minutes chacun, on a fait 15 à 40 minutes. On va juste dire qu'on n'était pas très suisse, mais c'est pas grave. On est entre nous. La formule pour les autres spécialités, s'ils veulent faire la même chose, 15 minutes. Pas 15 minutes, hein, ça ne marche pas. Bon, on a essayé de faire vite, mais bon, quand même, c'est un sujet, comme j'ai dit au début, il nous faut 2 jours pour débattre de ce sujet extrêmement riche. Et bon, en ce qui concerne le sticky bone, je vous ai dit, je vous aurais montré une vidéo avec plaisir, mais peut-être si un jour on a l'occasion, on peut parler ça en long et en large. Le sticky bone, c'est le fait de préparer la greffe osseuse, mais au lieu d'aller mettre des particules d'os allogéniques sur l'implant et après apporter une membrane PRF, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une technique de centrifugation différente de telle sorte à sortir un IPRF, de telle sorte à sortir un liquide injectable. On va mettre sur le matériau de complément et qui va permettre une certaine coagulation, une sorte de gélatine qui va coaguler, qui va mettre toutes ces particules osseuses entre eux, de telle sorte à pouvoir avoir une matrice, quelque chose qu'on peut mettre très facilement autour des implants et qu'on peut moduler et qu'on peut modeler autour des implants, de telle sorte à avoir une certaine stabilité. On n'a pas des granules qui vont dans tous les sens. Donc, c'est une préparation différente du PRF en membrane. On utilise une autre technique, donc c'est une sorte de liquide qu'on va injecter dans de l'os et on va avoir une sorte un steak comme ça en os, en granules qui sont enfouis à l'intérieur de ces gélatines, qui va nous permettre d'avoir un très grand confort opératoire et aussi une stabilité du caillot. Et qui dit stabilité du caillot dit meilleure cicatrisation. Personnellement, j'ai essayé ces techniques, je suis très content, ça marche super bien. Parce que c'est une aisance, c'est une facilité. Même quand on suture, on n'a pas ce souci de matériaux qui peuvent se balader un petit peu partout.
c'est vraiment très confortable et qu'on peut associer aussi à des membranes PRF. On met des membranes PRF par-dessus. On peut fermer, bien sûr, si on fait des décollements dans les règles de l'art, on peut fermer très facilement sans aucune pression. Voilà. Il y a une question de notre ami, c'est Abdrahim Sissi, donc la question est la suivante. Comment voyez-vous la nécessité d'inciser au-delà des points de suture comme un approfondissement des vestibules pour être sur la stabilité du lambeau? Bon, j'ai compris plus ou moins ce que veut dire la question, c'est Abraham. Bien sûr, quand on fait déjà des incisions de décharge, et souvent quand il s'agit d'un maxillaire complet, on peut éviter de faire des incisions de décharge puisqu'on va couvrir sur tout un maxillaire. On évite de faire des incisions de décharge, mais ce qui est certain, quand on va faire un décollement du lambeau, on va dépasser la ligne mucogingivale, ce qui est tout à fait normal, parce que sinon on ne peut pas tracter. Parce que vous imaginez que quand on met ce paquet d'os, on doit tracter tout ce lambeau de manière passive pour venir suturer les berges vestibulaires et palatiales. Donc tout à fait normal, on va dépasser la ligne mucogingivale, on peut aller au-delà dans le fond de vestibule, on peut même monter beaucoup plus loin. Et ceci rejoint aussi la question d'une collègue que j'ai vue tout à l'heure, que je n'arrive plus à retrouver en fait, je pense qu'elle l'a posée bien avant, je ne la vois pas en fait, mais elle a posé la question en me disant qu'est-ce que vous pensez de l'incision vestibulaire, en fait, elle voulait dire de l'incision du périos vestibulaire, technique proposée par Joseph Choucroune, Alain Simon-Perry et qui a été publiée et développée par ces deux auteurs. C'est que l'incision du périos vestibulaire, en fait, elle fait allusion à ces techniques de brossage, brushing technique. On va utiliser une sorte d'instrument, on va faire une sorte de brossage au fond du vestibule, on ne va pas inciser le périos avec des lames pour ne pas déchirer ce périos, pour ne pas le couper. Comme vous le savez, le périos est un tissu histologique qui se constitue de 3 couches, c'est un tissu qui est important, qui est ostéogénique et qui va beaucoup participer à la cicatrisation osseuse. Donc ces techniques de brossage vont permettre de libérer ce lambeau, parce que comme vous le savez, il est constitué de fibres collagènes, de fibres élastines et puis aussi de prostaglandines. Et donc on va essayer de libérer les fibres collagènes des fibres élastines de telle sorte à pouvoir tracter facilement ce lambeau et de le suturer. Donc c'est une technique qui marche, qui est aussi fabuleuse. Bien sûr, elle est aussi, il faut un apprentissage parce que il faut une formation dans ce sens pour apprendre comment utiliser ces instruments qu'on fait de manière, ce brossage, cette technique de brossage qui va libérer. Et pour ceux qui l'ont déjà essayé, ou ceux qui voudront l'essayer, vous remarquerez que si vous arrivez à le faire correctement, vous allez libérer ces fibres et d'un seul coup, votre lambeau il va tomber de manière vraiment sans aucune tension sur votre matériau, vous pouvez suturer beaucoup plus facilement. Vous avez beaucoup moins de saignement avec ça, et puis on peut suturer beaucoup plus facilement et on a de très belles qualités de cicatrisation muqueuse avec ces techniques de brossage. Alors, il y a deux questions pour Mohamed, une de Dr Sadour et un qui veut Joua. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez de la technique Guicha IFT en cas de grosse perforation de la membrane? Et la deuxième, et il vous remercie tous pour vos excellentes présentations. En cas d'exposition du biomatériau après la cicatrisation, quelle est la conduite à tenir? Alors, en fin de compte, concernant la première, quand on a une grosse perforation, on peut fermer, comme on a dit, de plusieurs techniques. Le fait de faire une technique de Guicha lift, pour moi, ça complique un petit peu les choses, parce que quand on va la ramener, il y a une traction du lambeau vestibulaire, ce qui va, à mon sens, je ne dis pas que ça ne marchera pas. On sait très bien qu'en termes de vascularisation, c'est un tissu, même s'il a dit peu, la vascularisation elle est très bonne, mais pour moi, on va prendre des risques qui sont inutiles à mon sens, vu qu'on peut gérer de façon différente. Alors,
Ça va rejoindre aussi une question à laquelle je vais répondre tout à l'heure. En fin de compte, quand on démarre en chir, on essaie vraiment d'essayer de voir quelle technique faire. Celle-là, elle est très bien. À un moment donné, on essaie vraiment, surtout quand on est en pratique privée, après avoir été formés, nous tous, à l'hôpital, on faisait des techniques un petit peu très développées, mais au cabinet, on essaie vraiment de faire des techniques qui sont carrées, qui sont simples, reproductibles, avec un taux de succès très, très important, et surtout qui donnent le minimum de suite opératoire pour le patient. Le fait d'utiliser, par exemple, une membrane pincer, c'est la technique du tiroir, il y a d'autres appellations à celle-là, on pince vraiment la membrane et on arrive à recréer la cavité, on prend moins de risques parce que si le tissu adipeux de Bichat, s'il saigne, vous savez très bien que pour le clamper, c'est très très compliqué parce qu'il faut aller très haut, sinon il faut aller voir si on a un bistouri électrique, etc. Pour moi, c'est une prise de risque qui est supplémentaire, mais je ne dis pas qu'elle marche pas. C'est un tissu qui est très vascularisé, ça ne peut que marcher. Concernant la deuxième question, en fin de compte, c'est bien de préciser après la cicatrisation. Après la cicatrisation, surtout quand on met un biomatériau et on ne met pas une membrane qui va le séparer de la gencive, on a ce qu'on appelle le popcorn effect. Quand on prend une radio, on voit des petites particules qui sont dans la gencive. Ces petites particules peuvent sortir complètement. C'est vraiment très bénin. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème, à condition, comme ça a été précisé dans la question, que les tissus sont bien cicatrisés. On peut avoir des petites granules qui dépassent au niveau de la gencive, qu'on peut cureter de façon très gentle, très délicate, et qu'on enlève. Le patient, bien sûr, quand on voit ce genre de choses, on peut lui demander, c'est-à-dire de faire des bains de bouche pour que ça ne s'infecte pas. En fin de compte, si je le fais, ça va être juste un but anxiolytique pour moi, parce qu'en fin de compte, les biomatériaux sont dans l'os. Ça, c'est des petites granules qui sont passées par la gencive. Parce que ça n'a aucun effet. Là, je pense qu'il y a l'autre phase de la question. Vraiment, le biomatériau est exposé. Après cicatrisation, c'est-à-dire qu'il y a une cicatrisation, une déhiscence et le biomatériau est exposé. Là, en fin de compte, s'il y a une déhiscence, c'est carrément une autre façon de voir. Là, on a un défaut osseux qui, bien sûr, il doit être évalué. Là, le fait, c'est-à-dire quand on va réouvrir ou bien avec un examen 3D, il faut réétudier le cas et de voir est-ce que ce qui est resté comme greffon est suffisant pour pouvoir gérer mon cas, c'est-à-dire que je puisse poser un implant et de gérer juste des séances avec les tissus mous, ou bien est-ce qu'il faut faire une autre augmentation osseuse pardon, en même temps que la pose d'implant. Bien sûr, comme j'ai dit, si ce qui reste du greffon, entre guillemets, est suffisant pour gérer la situation, sinon, carrément, il faut refaire une autre augmentation au préalable de la pose d'un implant. Il y a une question, je ne sais pas si tu as une question, Karim, moi j'en ai une pour toi, là, de Dr Razel, Nes Razel. Est-ce que vous arrivez toujours à avoir de la stabilité primaire sans causer de compression sur les parois osseuses? On ne vous entend plus, là. Karim, tu es en muet. Oui. Je disais, c'est une très bonne question parce que ça va nous renvoyer à ce que je disais tout à l'heure durant ma présentation. Premièrement, j'ai dit qu'il faut choisir le matériel avec lequel on travaille. Juste 2 minutes. Est-ce que je peux vous proposer qu'on soit, à commencer par moi-même, qu'on soit relativement court dans les réponses, parce qu'il y a pas mal de questions et je vois que la présence dégringole un peu dans les chiffres. On était à 250, on est à 160. Les gens commencent à être fatigués. Donc, on va essayer d'être plus okay, alors, je disais tout à l'heure durant la présentation que pour avoir une bonne cicatrisation,
Et ça, cette notion de stabilité primaire est fondamentale. La stabilité primaire doit être minimale de 35-40 newtons. Si on peut aller à 45 newtons, c'est encore mieux. Mais au niveau d'une table osseuse palatine, on peut l'avoir malgré un délabrement vésiculaire très important. Si on a le matériel nécessaire, c'est-à-dire si on a le type d'implant agressif au niveau apical qu'on peut utiliser, et aussi une technique de forage qui est fondamentale. J'en ai pas parlé durant ma présentation, mais la technique de forage est extrêmement importante parce que ce forage doit être fait en sous-forage dans une alvéole d'extraction, de telle sorte à avoir un implant qui rentre, mais qui ne doit pas trop comprimer l'os non plus pour ne pas avoir cette réaction inflammatoire que je disais tout à l'heure maximale, qui va permettre une réaction ostéoclasique et donc une résorption osseuse rapide de l'os qui est greffé. Voilà. Et on peut l'avoir au niveau palatin sans aucun souci. Alors, il y avait une question aussi de notre ami du Nord, Faisal Benjelloun, qui m'était adressée sur quelle est au niveau fondamental la réaction d'un os greffé par rapport à un implant en zircone. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'un plan en zircone ou un plan en titane, les réactions physico-chimiques d'ostéo-intégration sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Il y a un oxyde de zirconium qui a les mêmes qualités qu'un oxyde de titane et l'attitude que va avoir un implant en titane dans une greffe est le même que celui que va avoir un implant en zircone sur une greffe. La seule chose, c'est ce que j'ai dit dans ma conférence la dernière fois sur les états de surface, il faut juste ne pas croire que c'est parce qu'un implant est blanc qu'il est propre ou plus propre ou mieux qu'un implant en titane. Et les contaminations des implants en zircone sont encore plus dramatiques que les contaminations sur les implants en titane. Donc quand un implant en titane est de très très bonne qualité, un implant, il est équivalent à un implant en zircone de très très bonne qualité. Et ce n'est pas uniquement parce qu'on utilise un implant en zircone qu'on a le gage que cet implant-là ne s'oxyde pas, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Donc, docteur Benjelloun, c'est exactement la même chose. Prenez le timing de mise en charge et tout que vous avez l'habitude de faire. Je sais que vous avez de l'expérience, que vous avez l'habitude de faire sur Digistane pour le faire sur la céramique. Alors, il y a une question intéressante de notre ami docteur Alami, papa. Chers confrères, comment vous gérez les grandes pertes verticales jusqu'à 10 mm par les matériaux de comblement? Je veux répondre à cette question. Je peux y aller si vous voulez. Vas-y, j'ai pas suivi, à vrai dire. Aussi, mais vas-y. Alors, en ce qui concerne les pertes verticales, ça dépend de l'indication, ça dépend du cas. Si on a une perte verticale qui est horizontale sur toute l'arcade, par exemple au niveau d'un maxillaire, vous avez une perte de 10 mm au niveau vertical d'une façon horizontale, bien sûr, le fait d'aller mettre des matériaux de tremblement dans ce genre de situation s'avère complexe, quelle que soit la technique. Parce qu'il faut savoir que si on veut avoir une augmentation dans le sens vertical, ça vous l'avez vu avec tous les webinaires, les conférenciers précédents, quelle que soit la technique utilisée, la sausage technique, le sticky bud, les matériaux en régénération osseuse guidée, la cicatrisation, ce qu'on peut obtenir au niveau vertical, dépend des septa osseux de part et d'autre au niveau des dents adjacentes. Donc c'est sur cette base qu'on peut avoir une régénération osseuse dans le sens vertical. Si sur les septa osseux de part et d'autre, vous avez par exemple 4 mm au niveau des dents adjacentes, ben, on ne peut jamais imaginer aller jusqu'à 10 mm, c'est complètement impossible. Même si on le fait, bien sûr, on peut le faire. Et j'ai eu la chance d'avoir assisté le professeur Tulane quand j'étais à Paris il y a très très longtemps, où il faisait des prélèvements au niveau crânien et on peut avoir il faisait des augmentations verticales énormes. Malheureusement, souvent, on voit qu'au bout de quelques années, il y avait des pertes, même avec ces techniques qui sont extrêmement sophistiquées. Donc ça, il faut rester, donc je dis, ça dépend de l'indication. Et bien sûr, dans ce type de situation, toutes les techniques peuvent être comparables et discutables. Les techniques de régénération osseuse guidée, comme on peut utiliser des techniques de blocs autogènes ou aujourd'hui de blocs halogéniques qui sont faits en 4K, qui peuvent aussi donner des résultats qui sont exceptionnels. Voilà, donc ça dépend de l'indication, ou le diagnostic du cas. Voilà ce que je voulais dire. Si vous permettez, pour une question vraiment purement technique, on sait maintenant, parce que ça rejoint une question d'un confrère qui a posé, il a posé par rapport au maxillaire supérieur, c'est ce qu'on éviterait de faire un sinus lift et plutôt placer un implant de court.
je pense je connais un peu la vie des autres conférenciers, je pense qu'on est absolument d'accord que l'implant court aujourd'hui est quelque chose de fiable, sur lequel quand on a un accès à un sinus problématique ou un patient, parce qu'il y a aussi une question sur les patients sous anticoagulants, les patients avec de l'ostéoporose et tout, je veux dire, il faut toujours que la prise de décision implant court sinus lift prenne en charge aussi l'état général du patient, prenne en charge le risque encouru, il y a toute une série de choses. Mais si vous avez la dimension suffisante pour faire, sur la marque d'implant que vous utilisez, bien sûr, l'implant court qui propose, il y en a qui proposent du 4 mm, du 6 mm, du 8 mm. Je veux dire, tous ces implants-là ont montré une certaine fiabilité, bien entendu dépendant de la qualité d'os il y a toute une série d'autres paramètres, mais il n'y a aucun problème pour l'implant court. Maintenant, les augmentations de plus de 10 mm, si vous vous rappelez un peu de ma conférence un peu ennuyante tout à l'heure sur le fondamental, mais il y avait un podium avec le premier, le deuxième, le troisième, quatrième et cinquième. Vous avez vu que la vascularisation est extrêmement importante. Et Karim a parlé tout à l'heure de l'importance du périoste par rapport à une ostéogénie induite, mais quand vous avez des épaisseurs de biomatériaux très importantes, il faut imaginer que les cellules vivantes ne vont venir que par les berges. C'est pour ça qu'il vous dit que c'est extrêmement important de rester à la limite des berges au niveau des septa des dents. C'est très très important parce que là vous avez de l'infiltration latérale des cellules qui vont venir coloniser votre greffon, et ce qui va venir d'en bas, parce que vous allez faire des trous dans la trame osseuse pour essayer d'appeler du saignement et tout, et même avec tout ça, vous ne pouvez pas aller très haut. Et je reviens à mon implant court. Si vous avez la possibilité de mettre votre implant, surtout au niveau mandibulaire inférieur, où vous avez 2-3 mm, vous ne pouvez pas mettre un implant de 4 ou de 5 qui existe, vous n'avez que 2-3, en gardant la distance de sécurité par rapport au nerf, eh bien, vous augmentez pour avoir peut-être 6, 7, 8. N'augmentez pas pour avoir un implant de 13 mm, ça ne sert absolument à rien du tout. Ça va dépasser la limite qu'a posée Dr Jaffali par rapport au septa, et ça dépasse les limites biomécaniques. Voilà. Donc j'ai répondu à 3 questions sur le même... Alors, toujours dans cette... tu as parlé des implants courts. En fin de compte, il y avait une question avant qui parlait du risque de perforation, bien si on met un implant au niveau du sinus. En fin de compte, là, c'est une question qui a été étudiée depuis très longtemps. Si j'ai une bonne mémoire, Brenmark avait publié sur ça en 1980, où il a montré que le fait de dépasser carrément, c'est-à-dire faire une perforation de la membrane et dépasser de 1 à 1,5 au niveau du sinus, ça ne crée aucun problème aucune pathologie sinusienne, bien sûr, à condition qu'il n'y ait pas une pathologie sinusienne auparavant. Là, il y a une étude qui est assez récente, sans perforer en réalisant des perforations, en mettant c'est-à-dire des implants à une profondeur croissante de plus en plus jusqu'à 8 mm dans le sinus, avec des coupes histologiques, ils ont montré qu'il y a une formation osseuse au niveau des premiers millimètres, et puis par la suite, c'est-à-dire l'os, il va pas suivre complètement. Et ça, on le voit aussi pour les implants zygomatiques qui traversent le sinus pour aller au niveau du zygoma, ce qui fait, en fin de compte, il faut un peu démystifier la chose. Je ne vous dis pas d'aller trouer le sinus, mais c'est-à-dire, si ça arrive en cours de route, ce n'est pas très, très dramatique. Bien, Karim, Moi, une question, pardon, Jafat, qui a été posée auparavant sur la gestion des 2 premiers cas. Dans le cas où la 15 est proche du sinus, pourquoi faire une double intervention? On pourrait faire la greffe osseuse et une fermeture par greffe en circulaire épithélo-conjonctive. Je crois qu'elle parlait du pinch, le jour de l'extraction. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fin de compte. Au cabinet, on essaie de gérer de façon assez simple. Ce que vous dites, ça marchera, ça peut marcher. C'est-à-dire, on fait l'extraction, on fait un comblement, et puis par la suite, on fait un petit prélèvement épithélo-conjonctif
pour fermer, un pinch pour fermer, ça peut marcher effectivement, mais dans ce cas-là, on est sur une gestion qui est plus délicate du cas, et en même temps, il y a la morbidité qui est plus importante parce qu'il y a un prélèvement épithélo-conjonctif. Le fait juste d'attendre un mois, comme je vous ai montré, on a une fermeture au niveau des tissus gingivaux, ce qui m'a permis de réaliser un cas, c'est-à-dire un lambeau très simple, de faire un comblement de façon très classique et de fermer. Au cabinet, on essaie toujours, ça c'est la philosophie que j'ai essayé de développer depuis plusieurs années, c'est que techniquement, même si on sent qu'on est capable, on essaie toujours de se mettre à la place du patient, parce qu'un patient ne sait pas réellement ce qui se passe dans sa bouche, mais il cherche des dentistes qui sont compétents, mais aussi qui font moins mal. Et pour moi, le fait de réaliser des actes avec moins de morbidité, pour moi, c'est capital pour la gestion des cas. Karim, tu as vu la question de notre confrère d'Algérie? Oui, c'est laquelle? Alors, notre confrère d'Algérie, je voudrais bien que tu répondes, s'il te plaît. D'abord, on est vraiment très, très heureux et honoré d'avoir des confrères algériens avec nous. Et grâce à Tawassul, on a pu vraiment avoir des contacts partout. De manière, avec les relations qu'a Dr Mansour un peu partout au Moyen-Orient, on a eu des gens très intéressants qui ont vraiment été très interactifs avec les conférences. Malheureusement, parfois, ils sont que arabophones et anglophones, donc ils ont perdu pas mal de conférences intéressantes en français. Bon, et ça, c'est peut-être un peu notre problème à nous, qui restons francophones à 100%, alors que le monde entier ne l'est plus depuis des millénaires. Excuse-moi, Jafar, juste dans la même lignée, parce que tout à l'heure, tu as répondu à la question des implants courts qui a été posée par une amie qui nous suit du Canada. Ça me fait plaisir de lui faire un petit coucou. Excellent, excellent. Donc, notre ami Dr Yaqba Mohamed d'Algérie, en fait, il parle des xénogreffes quand ils commencent en fait à être en contact avec les tissus mous, et il donne une légère petite inflammation des tissus mous alors, je vous lis la question. Hein. Salutations d'Algérie. Je me pose toujours cette question d'aspect histologique fibreux cicatriciel sur les xénos et son devenir, ou bien son impact sur la longévité de nos implants. On veut surtout avoir un os néoformé presque vivant et comparable au natif, et non résorption dans le temps. Et puis, est-ce qu'on a une supériorité d'un biomatériau sur un autre? Merci. Sa deuxième question, qui rejoint la première, quel est le BIC, Bone to Implant Contact, obtenu avec les différents biomatériaux? Donc, je te laisse parler de l'aspect clinique, Dr Jaffali, et je reprendrai avec les findings fondamentaux qu'on a. Cher confrère, ravi aussi que vous suiviez d'Algérie et que cette plateforme vous permette de partager nos expériences cliniques, et je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, avec les xénogreffes, ce qu'on peut voir souvent, c'est dans certaines situations cliniques une sorte d'encapsulation des matériaux. Donc, on a une sorte de cicatrisation fibreuse. De temps en temps, on a des gravures, on le voit aussi sur le plan clinique, qui sortent de l'alvéole de temps en temps. Et donc, on sait que ce sont des matériaux qui ne se résorbent pas dans le temps, donc ils sont dans le site pendant très longtemps. Il y a des groupes histologiques qui ont montré ce type de matériaux, on peut le retrouver 12 mois, après 15 mois, même parfois même après 2 ans. C'est la raison pour laquelle moi personnellement je ne suis pas très adepte des xénogreffes, pour plusieurs raisons. Bon, on ne va pas en revenir, on en a parlé tout à l'heure sur le plan histologique et sur le plan clinique, mais en général, ce que vous avez observé sur le plan clinique, c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle, même sur le plan histologique, je pense qu'avec le BIC, le contact de l'os autour de l'implant, nous avons un BIC avec les xénogreffes. Il en parlera sur le plan histologique, et on est complètement d'accord pour dire que sur ce point en particulier, on a une cicatrisation, on va dire dans le temps, qui est moins performante. Voilà, c'est mon avis personnel.
Très bien, donc on va essayer de vous répondre, ouais, on va essayer de vous répondre au niveau fondamental. Que ce soit les xénogreffes, je ne sais pas si vous avez assisté tout à l'heure à ma conférence sur la partie état de surface des biomatériaux. L'état de surface le plus intéressant aujourd'hui, c'est l'allogreffe. Tu es d'accord avec moi, Karim et c'est Mohamed? Oui. L'allogreffe a une énergie de surface qui est très intéressante et ce n'est pas pour ça qu'elle est vraiment meilleure que les autres. Les autres réussissent aussi. Dans certaines mains, les gens ont des résultats juste exceptionnels avec les xénogreffes et autres. Mais en fait, la seule chose, si vous avez bien regardé les détails fondamentaux d'une cicatrisation osseuse sur greffe, c'est qu'il faut obligatoirement éventer cette greffe. Ou cette xénogreffe, quand vous la mettez, ne la compactez jamais. Il faut toujours laisser, quand on voit les vidéos, et c'est vrai que les grosses réhabilitations là qu'a montré Dr Jaffali, c'est un bonheur de le voir les faire en direct, et j'ai eu le plaisir d'assister avec lui à certaines de ses chirurgies. Il manipule cet os avec beaucoup de délicatesse, il le pose comme de la crème fraîche au-dessus de et il ne va jamais le compacter, il va toujours le laisser bien imbibé de sang. Pourquoi? Parce qu'il faut motiver la mouillabilité du biomatériau, quel qu'il soit, xénogreffe ou pas. Je suppose, Karim, que si tu fais ta technique avec de la xénogreffe, tu vas la gérer convenablement parce que l'incision est bonne, le décollement est bon, le flux sanguin n'a jamais été massacré, le périoste n'a pas été incisé, on lui a enlevé tout son intérêt. La chirurgie étant propre, les sutures sont faites de manière extrêmement souple, avec une bonne suture au fond du vestibule pour que la partie greffée soit saucissonnée. À aucun moment, avec les mouvements de la lèvre, elle va bouger. Pour permettre à ces cellules de venir imprégner de manière convenable tout le biomatériau et de donner quelque chose de vivant. Parce qu'une partie de votre question, cher confrère d'Algérie, c'est la vitalité de ce tissu. La vitalité de ce tissu ne va dépendre que de votre manipulation chirurgicale, la qualité de vos sutures et le caillot. Si vous avez un caillot avec des potentialités ostéogéniques, ce qui est intéressant on a parlé et là je suis en train de mettre les pieds dans le jardin de Karim, on a parlé même si je fais aussi du Sikibone et tout le reste, mais je respecte les gens qui le font mieux que moi, on arrive avec le substrat du IPRF ou le PPP, on arrive à donner à ces cellules une autoroute pour qu'ils puissent circuler à l'intérieur du biomatériau et atteindre le centre du biomatériau. Parce qu'une cellule, elle va beaucoup plus circuler dans un substrat qui appartient au patient, qui a été prélevé de sa veine, plutôt que dans un biomatériau qui n'a pas de mouillabilité, qui est sec et qui est épais. Jamais la cellule ne va se bagarrer, ne va circuler dans un Sahara pour aller en plein soleil, pour aller coloniser quelque chose. Donc ça, c'est le principe. Oubliez le biomatériau, il y en a qui sont peut-être meilleurs que d'autres. Je fais un gros point d'interrogation parce qu'on a du mal à lire les publications scientifiques de manière précise. Mais le principe de la prise d'un greffon, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans la conférence de sciences fondamentales. Vascularisation, caillot, stabilité. Et vous avez ces trois choses avec une chirurgie qui a été bien conduite, incision et suture parfaite, vous avez réglé votre problème. Le biomatériau n'est qu'un outil. Il n'est pas le garant d'un succès, c'est un outil dans le process. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les gars, ou pas? Effectivement. En avance, il y a encore 2 ou 3 questions intéressantes. Il y a mon ami Dr Tahatazi de Montréal, mon ami d'enfance, hein. Je suis très content de l'avoir sur réseau, qui pose la question comment assurez-vous l'absence de surcharge sur les implants immédiats après la temporisation immédiate dans le cas d'une restauration complète d'une des 2 maxillaires? Il y a un point fondamental que je n'ai pas cité tout à l'heure durant ma conférence, peut-être par omission ou par manque de temps, mais ces prothèses provisoires que je mets sont des prothèses qui sont transvissées sur les implants, et il y a un critère fondamental à ces prothèses provisoires, c'est qu'elles sont rigides.
C'est-à-dire il y a une base métallique à l'intérieur et donc c'est un bridge transvissé rigide qui va relier tous les implants entre eux. Donc ça fait office un petit peu d'une sorte de fer à cheval qui va réunir tous les implants et qui permettra une distribution de charge de façon homogène au niveau de tous les implants. Voilà, donc le critère important, c'est que le bridge provisoire, il est armé. Pour répondre à ta question. Il y a une autre question, il y a le docteur Brahim Sissim qui me pose la question. En cas d'une parodontite agressive terminale, combien de temps à respecter avant de poser les implants et les protocoles à suivre? Voilà, cher ami, donc pour répondre à ta question, donc je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est une très bonne question parce que souvent, quand on parle de stabilité osseuse dans le temps, on oublie le côté infectieux. Donc rarement, on parle de ça en conférence et c'est un petit peu dommage parce que c'est une base qui est importante à souligner, c'est qu'il faut avoir une petite infection, surtout chez les patients qui ont des problèmes de parodontite plus ou moins agressifs, puisque ce sont des patients infectés par des germes pathogènes vrais, à savoir des porphyromies gingivales, des actinobacillus, etc. Donc on va chercher à les éliminer et on ne peut pas placer un implant dans une bouche d'un patient qui est infecté tant qu'on n'est pas sûr que cette maladie parodontale est stabilisée. Il y a différents paramètres cliniques bien sûr, radiographiques aussi parce qu'il faut bien dire les rétroalvéolaires et savoir qu'il y a des sortes de corticalisation au niveau des septa osseux qui sont signes d'une certaine guérison et aussi on a à disposition des tests microbiens si vous voulez être vraiment tranquille, vous voulez être sûr que cette maladie, cette parodontite agressive a complètement disparu avant de placer vos implants. J'ai une question du docteur Missaoui concernant la technique de rouleau. Faire une technique du rouleau sur un os greffé qui n'est pas encore cicatrisé à 4 mois, est-ce peu risqué? Franchement, très bonne question. C'est vrai que sur un os greffé, surtout greffé avec un substitut osseux où il y a beaucoup d'hydroxyapatite, on sait très bien qu'en termes de cicatrisation, je vais avoir très peu de cicatrisation qui va venir c'est-à-dire de l'os, du côté médulaire. Parce que même cet os-là, il est en cours de cicatrisation. Et on a vu l'aspect blanc de l'os quand j'ai décollé pour faire mon enveloppe. C'est pour ça que j'ai utilisé la technique du rouleau parce que le greffon est pédiculé. Si vous avez remarqué, en fin de compte, le greffon qui était prélevé au niveau palatin, il est resté collé à la face vestibulaire et du coup, la vascularisation n'a pas été interrompue. Et le fait d'avoir cette vascularisation qui vient du côté vestibulaire confère à ce genre de technique un taux de succès qui est très élevé. Mais très bonne question. Alors, il y a une question de notre hôte aussi sur Tawassol, le Dr Karim Silaoui, qu'on remercie aussi, ainsi que toute leur équipe. La régénération osseuse verticale ou horizontale, quelle stabilité dans le temps où on va de toute façon vers une résorption sur le long terme. Alors, c'est peut-être qui se résorbe le plus, la verticale ou l'horizontale? Karim aussi, Mohamed. En fin de compte, concernant la résorption, elle dépend de plusieurs facteurs et notre ami Jafar a bien fait, c'est-à-dire mis le point au départ lorsqu'il a parlé c'est-à-dire des points qui sont indispensables pour la réussite d'une greffe. Parmi ces points-là, c'est la stabilité. Alors, si on arrive à ne pas stabiliser, c'est-à-dire si le greffon n'est pas bien stabilisé, que ce soit en horizontal ou en vertical, on sait très bien qu'on va avoir une perte osseuse. Ça d'une part. D'autre part, en termes de résorption verticale par rapport à l'horizontale, en vertical, on perd un peu plus, surtout, comme a dit Karim tout à l'heure, si on a, en fin de compte, c'est-à-dire un défaut osseux qui est horizontal, qui est plat. Si on a un défaut qui est en fin de compte en forme de cuvette, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de parois osseuses pour qu'il y ait une cicatrisation. Du coup, l'analyse du cas est très importante. En clair, pour vous, c'est plus facile de régénérer une verticale ou une horizontale? Techniquement, en fin de compte, la verticale, il y a plus de problèmes. Elle nécessite beaucoup plus de doigté, ça c'est sûr. Et clairement,
clairement à Dr Slaoui en lui disant que la technique de réhabilitation verticale est plus complexe, donc plus risquée, donc générant plus de problèmes. Si tu n'es pas d'accord, Karim, tu m'arrêtes. Et l'horizontale, où on a une paroi, on va augmenter en épaisseur, on a beaucoup plus de surface de sustentation, c'est beaucoup plus facile de stabiliser avec une membrane. C'est beaucoup, à mon avis, beaucoup plus facile, en tout cas dans mes mains, de gérer une horizontale qu'une verticale pure. Parce qu'il y a les pures avec les creux, et je parle d'une verticale pure, c'est le cauchemar pour Effectivement. C'est le cauchemar pour tout le monde. Hein. Je pense que c'est très compliqué pour tout le monde de gérer une régénération osseuse dans le sens vertical et d'avoir une stabilité dans le temps. Et comme je disais tout à l'heure, tout dépend du cas, tout dépend du diagnostic, tout dépend du type de défaut qu'on va avoir. Si c'est un défaut horizontal et vertical encastré entre deux dents, par exemple, avec des secteurs osseux qui sont plus ou moins hauts, on peut toujours espérer avoir au moins la hauteur de l'os au niveau des dents adjacentes. Et bien sûr, horizontal, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus simple à gérer. Mais dans la question, il y avait aussi une notion importante, via Dr Slaoui, qui disait de toute façon, dans le temps, l'os, il se résorbe. Effectivement, comme je disais tout à l'heure durant ma conférence, c'est que l'os, il va toujours continuer à se résorber dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle on va mettre un implant, on va toujours anticiper cette résorption en apportant de l'os au niveau vestibulaire, parce qu'aujourd'hui, on sait que le fait de mettre de l'os, un implant dans un os, ne va pas arrêter cette résorption osseuse et continue dans le temps et va toujours continuer. Et le fait de mettre de l'os au niveau vestibulaire va anticiper cette résorption osseuse. Et ça rejoint aussi la question que j'ai vue tout à l'heure d'un collègue, je crois, docteur Bounatman, si je me rappelle bien, il parlait de l'alvéole et de l'apport du conjonctif enfui au niveau du complément de l'alvéole et de l'apport du conjonctif enfui au niveau vestibulaire. Tout à fait. J'ai dit durant ma présentation qu'il y a une sorte de dualité importante entre la gencive et l'os. C'est l'étude dont j'ai parlé de Pisis. Quand on a une gencive de très bonne qualité au niveau vestibulaire, donc quand on va apporter un conjonctif enfui au niveau vestibulaire, et ça on le sait depuis très longtemps avec toutes les études publiées par l'école suisse de Betzer et de Buzer, etc., et qui montrent que quand on va apporter un conjonctif enfui au niveau vestibulaire, on va avoir une stabilité dans le temps. Et ça, bien sûr, on le voit, le conjonctif il se comporte très bien, on aura toujours une sorte de crippling attachment aussi qui arrive même au niveau des implants, et on arrive à avoir à conditionner le phénotype parodontal et avoir une stabilité tussuaire dans le temps, parce que ce conjonctif va interagir sur cette crête osseuse vestibulaire et elle va le stabiliser. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Mais s'il n'y a pas de cortical vestibulaire, ça dépend de quel type d'alvéole de cicatrice d'extraction. Si c'est une alvéole d'extraction où il n'y a que 2 parois ou 3 parois et que vous n'avez pas de table au niveau vestibulaire, bien sûr, si on pose l'implant tout seul en mettant un conjonctif enfui, il y aura toujours une invagination tissulaire et on va avoir un défaut esthétique à moyen long terme. Donc, il faut apporter et de l'os et de la gencive. Alors, tant que tu es chaud, il y a une question pour toi, Dr Nzaha Siti, qui demande est-ce que l'implant en position très palatine comporte le même risque de complications et d'échec que le très vestibulaire? Non, un implant très palatin, bien sûr, là, c'est toujours, on est toujours dans les excès. Hein. Un implant placé au niveau très vestibulaire, il va entraîner bien sûr des périimplantites, des problèmes esthétiques, etc., comme on en a parlé tout à l'heure. Et un implant placé au niveau complètement palatin va aussi de la même façon entraîner des problèmes, aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan fonctionnel, de par ce pontier en dessous, il va y avoir des aliments qui vont entrer et ça ne sera pas de bon augure. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Un implant, quand on dit placé palatin, c'est légèrement palatin et toujours essayer avec vos guides, une fois on a placé cet implant, d'où aussi l'intérêt de guides chirurgicaux pour ceux qui ne sont pas initiés à mettre des implants droits, parce que ce positionnement d'implant est quelque chose d'extrêmement important. On peut aussi, sur des techniques de guides chirurgicaux, placer notre implant, faire une simulation de telle sorte à ce que cet implant sorte au niveau du cingulum, au niveau des dents adjacentes, d'avoir cette perfection, parce qu'aujourd'hui on le sait, la prothèse, les implants sont faits pour avoir une prothèse par-dessus, et ce n'est pas le contraire. Donc les positions implantaires dépendent de la qualité de prothèse qui va
venir par la suite et non le contraire. C'est la raison pour laquelle le positionnement légèrement palatin, pas trop palatin, mais légèrement palatin est important. En fait, si tu permets, on a une meilleure, une petite sécurité supplémentaire parce qu'en palatin, il y a beaucoup plus de tissu kératinisé. Il y a une étude exceptionnelle de Homley Wang de Michigan qui a montré que 40,5% des périimplantites sur toute une série de cas, 36 cohortes de cas, les 40,5% étaient liés à une position trop vestibulaire, n'étaient pas liés au tabagisme, à l'alcool, à la type d'implant, c'était lié à la position trop. Donc on n'est jamais trop palatin. On n'est jamais trop palatin. Mais il faut savoir que si vous êtes vraiment exagéré au niveau palatin, comme dit Karim, il y a un petit ventre que vous allez devoir faire pour ramener la face vestibulaire au niveau des autres. Et ça, c'est générateur de dépôt de plaques et tout. Et c'est un problème en fait qui va apparaître un peu plus longtemps. Voilà. Alors, on a fait le tour là. Il reste d'autres questions? Ouais. Une dernière question de mon ami André qui pose la question sur comment on fixe la membrane. En fin de compte, la membrane peut être, c'est vrai que le plus important, c'est qu'elle soit fixe, parce que s'il y a une mobilité, c'est clair, ça va, c'est-à-dire donner des problèmes au niveau de la cicatrisation osseuse. Le moyen le plus safe, c'est de la stabiliser avec des pins. Si on n'arrive pas, il y a d'autres techniques. On peut la stabiliser avec du fil de suture, c'est-à-dire on crosse sur la membrane, qui est un petit peu plus délicat, mais le plus important pour moi, le maître mot, il faut qu'elle soit fixée. Si vous avez des pins, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'en fin de compte, on est sûr que ça ne va pas bouger et même en termes de réalisation, c'est-à-dire de technicité, c'est beaucoup plus simple. Alors, il y a une question ici, je pense qu'on va prendre comme le cas d'exposition de la membrane en titane, sachant qu'on n'a pas encore eu de cicatrisation osseuse. Quelle est l'attitude à avoir? J'ai fait beaucoup de cas avec différents types de membranes en titane et ce depuis de très très longues années. Dès que vous avez une exposition d'une membrane en titane, il faut la virer. En fait, plus vous attendez, parce que vous avez une composante de contamination d'un matériau en fait qui ne va pas coller et se confondre avec de l'os, comme ce qu'a dit Mohamed tout à l'heure, quand vous avez une petite exposition de granules, vous allez raviver, cureter un peu ce qui sort et vous allez avoir en entretenant convenablement avec du polyvidone iodé, comme indique Karim sur les cas qu'il fait, si vous avez un entretien du côté microbien avec des petits granules qui commencent à bouger, vous ravivez et ça recicatrise. Et après, vous pouvez toujours récupérer le préjudice avec une greffe de conjonctif ou n'importe quoi. Mais si vous avez une membrane en titane qui s'expose, il faut l'enlever. Il faut l'enlever directement sans réfléchir parce que vous avez une infiltration qui va se faire à l'intérieur. Elle va non seulement compromettre votre os en dessous, il faut essayer de l'enlever avec un lambeau bien déplacé, très propre, avec un décollement, remettre du PRF ou une membrane en collagène ou rien du tout si votre lambeau est bien libre, fermer convenablement sur votre os qui va être encore là et qui n'est pas contaminé ou peu contaminé si vous avez pris les choses à temps. C'est ça qu'il ne faut pas laisser traîner ce genre de choses. Dès que vous avez un problème, il faut les expliquer au patient et passer à la solution. Parce que parfois, on se dit, mince, le patient ne va pas être content et tout, et vous traînez. Plus vous traînez, plus vous avez des problèmes. Donc, il faut vraiment y aller franco. On a eu un souci, on a une exposition, on va enlever la membrane, on va refermer ça convenablement et on avisera. Soit on va refaire une autre procédure, soit on va refaire la même procédure. On va voir un peu ce qui va nous rester de cet os qui est en dessous de cette grille métallique et on verra. Voilà, messieurs, en tout cas, moi, sur le groupe Tawassul, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Il y a juste une question, je voudrais la mentionner. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur les types d'implants que j'utilise. J'ai montré tout à l'heure, bon, il y avait différents types d'implants.
Mais bon, j'ai parlé du concept d'implant switching platform, de code Morse et d'hexagone interne. Et comme je l'ai bien mentionné avec mon petit mot d'introduction au début de la soirée, on a dit que là, l'objectif n'est pas de favoriser tel ou tel matériau de fondement par rapport à un autre, ou tel implant par rapport à un autre. Donc, c'est un débat purement scientifique. Donc, je m'abstiendrai, chers collègues, de vous répondre à cette question. Vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé et on pourra en discuter, mais sur le groupe, je m'abstiendrai de donner le nom de la marque d'implant, j'en suis désolé. Voilà. C'est à ton honneur. Maintenant c'est valable pour vraiment, on répond aux questions, on écoute les réponses, on écoute ce que disent les autres chroniqueurs. On va nous appeler comme ça, chroniqueurs. C'est un talk show, hein. Sur RTL. Donc, c'est un peu difficile de suivre les questions, mais s'il vous plaît, si on a omis de répondre à une de vos questions, c'est uniquement parce qu'on gère plusieurs choses en même temps. N'hésitez pas à nous la poser de manière privative en inbox et on vous répondra sans aucun problème. Voilà. Juste un dernier petit mot, chers amis, parce que tout à l'heure, on a fait allusion aux publications scientifiques, on a fait allusion un petit peu à tout ce qu'il y a dans la littérature, parce que souvent, quand j'ai assisté aux différents webinaires, différentes conférences proposées, souvent on pose la question à quelqu'un et qui répond d'après la littérature a montré, et puis on donne l'argument. Et après, d'après la littérature a montré, la littérature scientifique a montré, et puis on fait toujours référence à un article, malheureusement, qu'on va voir sur Medline, qu'on n'a même pas lu, on va voir juste le résumé, juste la conclusion, et sur la base de cette conclusion, on va tirer une argumentation scientifique. Donc, je voulais juste souligner ce point très, très important, c'est qu'aujourd'hui, dans la publication et dans la littérature, il y a beaucoup de choses, il y a du bon, il y a du mauvais, comme un petit peu partout. Et si on prend seulement ce sujet de discussion de ce soir, qui sont les biomatériaux, qui sont les matériaux de fondement osseux, si vous voulez faire une méta-analyse de tout ce qu'il y a dans la littérature, vous allez en sortir 5000 publications ou 6000 publications. Et sur ces 6000 publications, vous allez jeter facilement 5980, qui ne répondent pas vraiment aux normes de la recherche fondamentale, de la recherche scientifique. Et vous retiendrez que quelques-uns qui sont peut-être basés sur une façon de procéder à une vraie recherche scientifique. Et encore, parce que on travaille dans un domaine qui est très complexe, dans un domaine où il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et puis on parle aussi de techniques qui sont opérateurs dépendants, qui sont sensitifs, qui sont des sensitifs techniques. Donc ça dépend de la façon avec laquelle ces études ont été réalisées, ça dépend du technique opératoire, ça dépend de la façon avec laquelle on va faire ces études. Même quand on dit on a opéré 50 patients avec une technique de greffe osseuse et un échantillonnage, et on a fait un double aveugle et on a respecté les cohortes et tout le reste, et on a respecté toutes les composantes statistiques. Il faut savoir qu'il y a toujours des biais. Il y a toujours des études qui sont basées sur des prior probabilities, sur des choses qui sont pas vraiment aux normes de la médecine basée sur la notion de preuve. C'est la raison pour laquelle il faut rester très critique sur la lecture de ces articles. Il faut vraiment, quand on est intéressé à un sujet particulier, rentrer dans les techniques, dans les matériels, méthodes, et pour aller à des choses qui sont vraiment efficientes pour en tirer des conclusions actives. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi, pas seulement chez nous, on le voit aujourd'hui avec tout ce scandale de coronavirus. Là, on voit un petit peu les débats pour ceux qui suivent les débats sur LCI, et ce qui se passe aujourd'hui avec les partisans du professeur Raoult, les anti-professeurs Raoult, et un chercheur clinicien qui dit ben moi je suis un médecin, je soigne des patients, je fais de la recherche, oui, mais avant tout je soigne des patients, et donc je vais me baser sur mes observations cliniques, sur les patients qui guérissent, auxquels je vais donner un traitement. Et puis il y a les autres de l'autre côté qui n'ont jamais vu un patient de leur vie, qui sont dans des laboratoires, qui sont dans des pilotages entre guillemets de certaines industries. Il va dire non, il faut faire telle étude, prendre 2000 patients ou 1000 patients, 500 avec des protocoles, 500 sans ce protocole, et évaluer vraiment l'efficacité d'un traitement ou autre. Donc ça, ce sont des débats. Et j'étais étonné de voir la dernière fois un président
du centre de recherche scientifique là, qui est sorti sur un plateau et qui dit qu'il serait peut-être temps de faire une sorte de révolution scientifique de tout ce débat-là. Et c'est le président du conseil scientifique de recherche en France qui l'a dit. Et j'étais étonné de dire que peut-être il serait temps de faire une sorte de révolution parce qu'on va un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire, nous, on sait, on fait de la recherche fondamentale, on détient le savoir, et vous, les cliniciens, vous devez appliquer ce qu'on vous donne par rapport à ce que nous, on fait, sachant que souvent, ces personnes-là n'ont jamais traité un patient, ne connaissent pas la réalité de la clinique. Donc, il faut être très critique par rapport à ça, à mon sens. Je pense qu'il serait aussi temps dans notre profession de faire une sorte de révolution par rapport à cette notion et de rester aussi critique sur la lecture des publications et aussi d'avoir cette médecine qui est basée aussi sur le sentiment du clinicien et une association des deux, une cohésion des deux qui soit faite dans les règles de l'art, peut-être permettrait de faire avancer notre médecine. D'ailleurs, si deux petits mots et tu pourras conclure parce que tu es le maître de cérémonie. C'est ce que je voulais vous dire. En fin de compte, je pouvais prendre quelques 30 secondes, on va dire, là, une minute chacun pour conclure. Okay. Donc, Karim a déjà pris 5 minutes. Effectivement. D'accord, 2 minutes, Simone. Vraiment, tes conclusions sont. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui a des neurones qui fonctionnent bien aujourd'hui, qui n'a pas pigé un peu ce jeu ridicule autour du Covid. Ce qu'on a vécu ici est juste honteux. Mais ce que je voudrais juste ramener ça à ce qui nous a réunis, nous trois aujourd'hui. On est des amis, nous nous respectons. On est indiscutablement utilisateurs de différents produits. Avec différentes façons de faire. Ils m'ont fait l'honneur de me laisser la partie sciences fondamentales qui, en définitive, elle montre des réactions tissulaires par rapport aux matériaux sans rentrer sur quel type de matériaux. Et on est tous tout à fait d'accord sur l'obligation d'une qualité de chirurgie convenable, d'une qualité de suture convenable, d'une gestion du flux sanguin convenable. Ça, c'est les principes de base. Après, on peut dire ce qu'on veut. Mais ce que je voulais vraiment pointer aujourd'hui, avant qu'on finisse, c'est que de grâce, tout ce qu'on vous a donné ici, c'est des sentiments de cliniciens par rapport à nos expériences personnelles qui ne sont motivées ni par des sponsorings, ni par rien du tout. On vous a dit un peu ce qui marche dans nos mains avec une certaine logique scientifique que j'ai pointée au départ. On a eu 2 conférenciers qui nous ont montré des résultats magnifiques sur ce qu'ils peuvent faire, avec une certaine logique qui peut être discutée. Et je pense que si vous la discutez avec eux, ils seront ravis de la discuter avec vous. Non, on n'a pas la science infuse, absolument pas. On n'a aucune prétention que ce qu'on dit est ce qu'il faut faire. Mais par contre, on a pris notre courage à 2 mains pour venir partager ça avec vous, en vous montrer un peu ce qu'on fait sur base de la science qui un tout petit peu corrompu. Un tout petit peu corrompu. Pour rester correct, c'est une science qui est un tout petit peu corrompue. Vous voulez me demander demain de vous prouver que la fourmi marocaine est une fourmi qui est 10 fois mieux que la fourmi américaine en vitesse et en tout, je vous ferai une étude pour vous la prouver sans aucun problème si vous me donnez de l'argent. Je ne suis pas de ce style-là, mais il y a des gens qui prennent de l'argent pour vous prouver ce que vous voulez. Maintenant, nous, on a du mal parce qu'on est des dentistes. Oui. On n'a pas un background scientifique et universitaire. On veut juste avoir une recette à utiliser chez nous en toute sécurité. C'est tout ce que demande le dentiste de base, que je suis. Moi, j'ai pris plusieurs fois des produits, je me dis celui-là ou celui-là. Je lis la science par rapport à celui-là et par rapport à celui-là et je me gratte la tête. Le représentant commercial de cette firme et de l'autre firme, ils sont aussi sympas l'un que l'autre. Je me regratte la tête. Les firmes sont reconnues mondialement. Je me regratte la tête. Lequel je vais utiliser alors que c'est des produits complètement différents avec lesquels on nous a décrit des résultats aussi bons l'un que l'autre. C'est des dilemmes avec lesquels on vit tous les jours. On a partagé avec vous de la manière la plus honnête ce qu'on pense des différentes choses, avec une petite base scientifique et avec 2 cliniciens de talent. Ça s'arrête là. Si vous voulez qu'on discute avec vous ce que vous voulez,
on va peut-être vous dire excusez-nous, parce qu'il y a zéro prétention. C'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure un cas d'une greffe de prémolaire qui date de 7000 ans et l'homme préhistorique n'est pas prétentieux. C'est juste pour ramener les choses à leur vraie valeur. C'est Mohamed pour conclure. Écoutez, j'ai pas vu le temps passer et je voudrais d'abord vous remercier pour avoir accepté votre invitation. C'était un débat scientifique de haut vol et de toute façon, ça ne m'étonne pas venant de vous. Je voudrais remercier aussi les courageux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Je voudrais remercier. Il y a une centaine sur Tawassul. Une centaine qui sont encore là. Et sur Focus, je crois ça doit être à peu près la même chose. J'ai pas le truc sous les yeux, mais franchement, je vous remercie tous. Je remercie les Marocains, nos confrères des autres pays. Je voudrais aussi vous donner rendez-vous toujours dans la suite des webinaires organisés par Focus, un rendez-vous ce jeudi. Là, on va avoir un excellent conférencier qui nous vient d'Oran, en Algérie, un très grand ami. Et c'est clair qu'on va voir ce qui se passe de l'autre côté chez nos voisins. J'ai eu l'occasion de le connaître. Je peux vous dire que c'est un dentiste de très haut vol. Je vous dirai pas plus. On verra ça ensemble le jeudi. Merci à tout le monde et je vous souhaite très bon soir parce que là, on y est presque. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt les amis. C'est un plaisir. Bye bye.